Bonjour à tout le monde. Merci de participer sur ce webinaire. Aujourd'hui, Claire Zanier va nous présenter les bases du dialogue social en office de tourisme. Ah, voilà. Bon, alors, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Claire Zanier, je suis consultante RH, j'interviens en entreprise, en office de tourisme et je fais de la formation et du conseil sur plusieurs thématiques RH et management. Et j'interviens régulièrement sur la mise en place très opérationnelle du dialogue social dans les structures. C'est un sujet que je trouve passionnant, sur lequel il y a beaucoup d'idées préconçues. Et voilà, l'idée de ce webinaire, c'est absolument pas de faire le tour de tout le sujet, mais de vous donner quelques éléments pratiques, euh, quelques, euh, quelques points de vigilance et puis vous inciter peut-être à aller plus loin pour aller chercher un accord d'entreprise, un accord de performance ou ce genre de choses. Alors, sachant qu'on ne peut absolument pas résumer le dialogue social en trois quarts d'heure, on va environ, moi je vais rester connectée avec vous environ trois quarts d'heure. C'est évident que vous pourrez poser toutes vos questions et revenir vers Véronique et moi plus tard si vous sentez qu'il faut aborder des sujets plus techniques et plus spécifiques. Alors, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. J'essaierai de faire des pauses régulières. Au moins là, au moment où je vais donner les fameux 5 conseils, je ferai des petites pauses et je me permettrai de revenir en arrière et répondre à vos questions. Mais, hop. Alors, le petit préambule, je l'ai déjà fait. Le contexte de ce webinaire, alors, lorsqu'on a choisi les thématiques avec Véronique, on a essayé de trouver des choses qui pouvaient, enfin, qui étaient vraiment une réalité, une source de crainte et compagnie. Bon, là, il se trouve que le dialogue social est souvent perçu comme un sujet destiné pas forcément aux entreprises ou aux structures de services de proximité. On considère que c'est plutôt un truc pour les grosses sociétés, les sociétés industrielles. On parle souvent de dialogue social en l'associant au conflit social, ce qui est une erreur, parce que dans le dialogue social, eh ben, il n'y a pas conflit social, il y a d'abord dialogue. Voilà. Et le principe du dialogue, eh ben, c'est que ça doit s'appliquer dans toutes les structures de travail. Le dialogue social a émergé, alors je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire, surtout quand on a dit qu'on restait que trois quarts d'heure connectés. Le dialogue social, il a quand même comme origine le déséquilibre qu'il y a dans les organisations de travail depuis quasiment l'origine, et particulièrement depuis le 19e siècle. En fait, on sait que le monde du travail est un monde qui est légèrement déséquilibré, et le dialogue social permet de retrouver un équilibre ou tenter de retrouver un équilibre. Donc l'histoire souvent a du bon sur le sujet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que le dialogue social est souvent perçu comme un truc pour les grands et les gros, alors que c'est une erreur. Le dialogue social, c'est évidemment une source de crainte. Alors, ça va de mieux en mieux depuis les dernières lois qui ont mis en place le CSE, déjà depuis la délégation unique il y a quelques années. Mais on est quand même, les managers sont souvent empreints de crainte. On a quand même une culture, on n'a pas forcément une grande culture du dialogue en entreprise en France, et on a souvent une culture soit du conflit, soit une culture des premiers de la classe, c'est-à-dire que on doit, euh, on doit réussir à tout prix. Si on fait une réunion, c'est qu'il y a une action, une réaction, et ça doit rouler. Bah, le dialogue social, il faut plutôt l'apparenter à de l'huile qu'on va mettre dans la machine. Voilà. C'est pas action, réaction, c'est plutôt de l'huile dans la machine.
Euh, le dialogue social, en tant que crainte, en fait, on a des bonnes vieilles images d'Épinal, de militants syndicaux, de délégués syndicaux qui pourraient bloquer les structures, qui pourraient provoquer des grèves, des mouvements sociaux, etc. Bon, avant d'être ça, c'est aussi un espace qui est très codifié sur lequel ben, on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir dialoguer de chaque part. Donc beaucoup d'images d'Épinal, beaucoup de légendes urbaines autour de cette thématique. Les dernières salves de loi qu'il y a eu depuis l'époque Macron, là, la ministre du Travail, pardon, hop, j'ai changé, je fais un mauvais geste, le voilà. Muriel Pénicaud, qui a été la première ministre du Travail d'Emmanuel Macron, elle a vraiment conçu euh, les- la dernière réforme du dialogue social comme étant quelque chose de très pratique. On n'a plus les contraintes qu'on avait en termes de délai. Alors, on les a toujours, mais ce qu'attend par exemple un inspecteur du travail, c'est que ça dialogue, quoi. Si on n'est pas pile poil dans la procédure, c'est embêtant, mais c'est pas ce qui est bloquant. En fait, on est dans un rapport qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus objectif, et on peut, à partir du moment où ça dialogue et on met en place ces moyens, eh ben, on a une petite marge de manœuvre. Je vous donne vraiment les grandes lignes de l'esprit de la loi. Euh, alors, je remets la petite phrase que j'avais mise sur les deux autres webinaires. On est quand même dans un contexte où on a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, donc en gros les moins de 25-26 ans. Donc, ils ont des attentes par rapport au travail qui ne sont pas les mêmes, ils appréhendent pas le travail de la même manière. On a un grand besoin de communiquer sur l'emploi, les compétences, on a une grosse attente sur le travail. On a beaucoup de collaborateurs qui sont fatigués, qui sont épuisés sur cette période-là. Il y a un besoin de gérer les carrières. Bref, on est dans une grosse période de transformation. Les offices de tourisme, un office de tourisme, il y a 20 ans, 25 ans, comme moi j'ai connu en tant que responsable, et maintenant, bah, c'est pas tout à fait la même donne. On a des activités économiques qui se greffent sur les offices. On a, on a, on a un renforcement, on a une professionnalisation qui s'est opérée depuis plusieurs années. Donc, on est sur une phase de transformation. On a évidemment la fusion des offices de tourisme qui font que on peut se retrouver de 3-4 collaborateurs à 10-12 collaborateurs, 15 collaborateurs, 20 collaborateurs. Donc, voilà, on est vraiment dans un cycle où ça se transforme et on a vraiment besoin de poser les choses. Donc, le dialogue social, euh, alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est la notion CSE rapidement. Je vais vous donner 5 conseils pour bien gérer les réunions. C'était un peu l'idée. Vous allez voir, c'est des choses assez basiques, mais en termes de pense-bête, je vais vous faire des petits focus qui peuvent être intéressants. Je parlerai à la fin de cette intervention des sujets de négociation et surtout pourquoi il faut négocier à un moment donné et pourquoi ça sert à rien. Et d'une manière générale, on pourra évoquer les sujets qui fâchent, enfin, comme surtout, alors on va pas les évoquer, mais surtout comment on désamorce en amont. Donc, le fait de parler de préparation des réunions, d'anticipation, bah, ça va vraiment être un moyen de mettre de l'huile dans la machine. Alors, déjà, le dialogue social Kesako, parce que c'est sympa, c'est un beau terme, on a l'impression qu'on comprend. Je vous ai mis la définition de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le dialogue social inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernants, alors des gouvernements, pardon, c'est vu au sens large, mais surtout des employeurs et des travailleurs, selon des modalités diverses,
sur des questions d'intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Alors, ça s'est vu de manière large. Pourquoi? Parce que le dialogue social, nous, on va en parler, on va parler du micro-dialogue social à l'échelle de l'Office de tourisme, mais il existe aussi un dialogue social au niveau des branches professionnelles. Donc, les représentants nationaux des salariés et les représentants nationaux des employeurs. Et ces branches professionnelles vont elles-mêmes négocier avec le gouvernement. Il faut savoir que le dialogue social et les règles de droit du travail, ce sont des règles qui sont amenées à bouger et qui s'appliquent en fonction des thématiques et des secteurs d'activité. On a un droit du travail d'ordre public, par exemple la santé au travail, c'est d'ordre public, ça s'adapte à tout le monde. Le dialogue social, on va adapter des règles en fonction des différents secteurs d'activité. Donc, ce qu'on retient de cette définition sont les mots que j'ai grisés, c'est-à-dire qu'on est là pour négocier, c'est-à-dire qu'on est là pour arriver à des règles, à un point d'équilibre entre les deux. On est là pour consulter, c'est-à-dire demander un avis. Et d'une manière générale, on est là pour dialoguer, échanger des informations. Et ce que nous dit la définition de l'OIT, c'est que on a le choix des modalités. Alors, le droit encadre un peu les modalités, mais le but, c'est négocier, consulter, informer, et ou s'informer mutuellement. C'est ça qu'il faut retenir. Et un autre point important, c'est la notion d'intérêt commun. Je vous parlais du droit du travail qui était une source de déséquilibre. Ben, c'est quand même c'est un moment où on est là pour trouver un point d'équilibre. L'employeur, le représentant de l'employeur peut donner son intérêt. Il n'est pas là pour dire j'ai raison à tout, mais il est là aussi pour dire j'ai des impératifs à tenir, j'ai une stratégie, j'ai des impératifs à tenir. Et de l'autre côté, les représentants des salariés qui vont exprimer leurs souhaits, leurs problématiques d'aménagement des postes de travail, conditions de travail, etc. Le but, c'est de trouver un équilibre entre l'économique et le social. Alors, quand on parle de négociation, information, négociation, expression, j'ai rajouté un autre terme, la confrontation. Alors, confrontation, ça ne veut pas dire guerre, ça veut dire accepter qu'on ne soit pas d'accord. Le dialogue social, c'est pas un monde où on est tout le temps d'accord. C'est un monde où il va falloir trouver des arguments, il va falloir travailler les dossiers, et où par définition, ben, ça peut être conflictuel. Donc, c'est pour ça souvent qu'on a des managers, des directeurs de site, présidents qui rétrogradent parce que, en gros, on va traiter des sujets qui sont pas les plus fun du monde. Et surtout, le dialogue social, c'est un processus qui est long. Comme je vous le disais, pas d'action, on n'est pas sur action-réaction, on est plutôt sur le fait de semer des graines, se confronter, argumenter, négocier et progressivement revenir à une normale ou à un équilibre. Alors, pour les réunions, alors le CSE et ses réunions, alors le CSE, c'est le comité social et économique qui a remplacé les CE, vous savez évidemment si vous êtes connecté, les CE, les DP et le CHSCT. Aujourd'hui, le CHSCT n'existe plus, il faut monter une commission santé et sécurité, il faut le signaler, mais
Ça fait partie des sujets qui ont été bloquants au moment de l'application de la réforme. On a commencé à dire oui, oui, en fait, le CSE ne s'occupe plus de santé et de sécurité parce qu'il n'y a plus de CHSCT. Mais en fait, c'est complètement faux. L'employeur garde une obligation de résultat entre moyens renforcés et résultats en matière de santé et de sécurité sur le poste de travail. Et à ce titre-là, le CSE, qu'on soit sur un petit CSE ou un gros CSE, doit traiter des questions de santé et de sécurité au travail. Santé physique et mentale, bien évidemment. Donc, le CSE est là pour évoquer les conditions de travail, est là pour évoquer les changements dans l'entreprise qui pourraient, ou dans l'office, et qui pourraient avoir des conséquences sur les conditions de travail. On peut aborder tous les sujets, on peut évoquer l'avenir de la structure de l'office, et toujours pareil, quelles vont être les conséquences sur les conditions de travail. En gros, on est beaucoup moins limité qu'avant, où on avait des sujets par type d'institution. Aujourd'hui, il n'y a pas de frein. Et la question de la santé et de la sécurité au travail se pose. Je ne vais pas détailler là, c'est pas l'objet, mais le CSE a des moyens pour fonctionner. Entre autres, vous avez des heures de délégation pour les membres élus. Moi, je vous invite fortement à vous y intéresser. Soit vous êtes élu, soit vous êtes manager. Il faut absolument que ces heures de délégation soient opérationnelles, c'est-à-dire que les collaborateurs puissent les prendre correctement pour qu'ils puissent travailler leurs thématiques et qu'ils puissent arriver en réunion avec des choses à dire et avec des arguments. Au-delà des autres moyens, ça, c'est vraiment un outil de dialogue social, quoi, pour le dialogue social. La mise en œuvre opérationnelle des heures de délégation. Alors, pour les CSE de 11 à 49 salariés, une fois par mois, et pour les plus gros CSE, 2 fois par mois, au-delà de 300. Je ne suis pas certaine qu'il y ait des offices de tourisme de plus de 300 salariés en région Occitanie. Non. Non, et puis même en France, je suis pas sûre qu'il y en ait. Donc, alors, c'est un minimum. Pardon, Claire, est-ce que tu peux évoquer pour les Oui. structures de moins de 11 salariés également? Alors, à partir de 5 salariés dans la convention collective, je sais qu'il y avait un flou jusqu'à une période récente. À partir de 5 salariés, on doit provoquer des élections. On parle de ça. Mhm. Il y a une obligation impérieuse à partir de 11 salariés et la convention collective l'incite à partir de 5. Voilà. D'une manière générale, il faut s'interroger sur est-ce bien nécessaire, par exemple, quand on est à 5, à 4, à 3, 4, 5, 6, quand on est un peu à la limite, on commence à être gros, mais pas suffisamment. Il faut s'interroger, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a des sujets à porter, voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire, par exemple, un accord de performance? Et là, effectivement, il faut provoquer des élections. Dès qu'il y a 5 salariés, il faut provoquer des élections et monter ce CSE. Vas-y. Alors, une question, donc dans le fil de discussion, peux-tu préciser la composition du CSE côté salarié? Alors Obligatoirement ça, syndiqué? Obligatoirement syndiqué? non, pas du tout. Pas du tout. Ça va dépendre. euh, En fait, dans les élections, quand on fait des élections, euh, on demande alors quand on fait un premier tour, on va demander un mandat à une organisation syndicale représentative sur le territoire ou la branche. D'accord? Donc, il faut se rapprocher d'un syndicat.
mais on n'a aucune obligation d'être syndiqué. C'est-à-dire qu'en gros, on est soutenu par un syndicat. Donc, s'il n'y a pas de syndicat, on fait un premier tour à vide, c'est ça? Exactement. Et au Mm. deuxième tour, Mhm. tout le monde peut se présenter, les syndicats, et on va faire un deuxième tour. Et là, on n'a pas besoin d'un mandat syndical. Bon, le mandat, c'est pas le bon terme, mais voilà. Donc, ça n'est pas, on doit demander aux premières élections et pas aux deuxièmes. Au Mhm. premier tour, mais pas au deuxième. Voilà. Mais il faut bien faire la différence entre mandat donné pour participer aux élections CSE et fonction de délégué syndical. C'est complètement différent. Le délégué syndical, c'est une casquette qui va être donnée par le syndicat euh, et on va avoir de nouvelles attributions, dont les attributions de négociation en entreprise, revendications, etc. Donc, on peut. Alors, ça a un petit intérêt quand même d'avoir une petite casquette, un soutien d'un syndicat, parce que les syndicats donnent de l'information et aident au dialogue, hein, quand même. Hein. À la base, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est une bonne question. Obligatoirement, ça. Quel est le syndicat le plus représenté dans le monde des OGD, Claire? Est-ce que tu as une idée? Non, je vais vous dire une ânerie. Moi, j'ai beaucoup vu la CGT, mais je suis pas Mhm. sûre que ça soit très représentatif. Mhm. Euh, alors, les heures de délégation, on va en dire un mot là. Attendez un petit peu. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le monde syndical, ils sont plutôt partie prenante à ce que les CSE se montent et dialoguent. Mhm. Voilà, ils donnent des casquettes de délégué syndical quand on est face à un très gros office de tourisme sur un territoire, quand il y a eu des ennuis. Voilà, là, il y a eu ce sujet, mais non. Et puis, voilà, on a la CFDT qui est plus réformatrice, la CGT qui est plus sur une autre ligne, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus lissé. Enfin, voilà, je peux pas vraiment répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de réunion, ce que je vous ai écrit, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que si vous avez besoin de provoquer d'autres réunions, évidemment, tout prend du temps, mais c'est quand même important. Alors, pour répondre à Isabelle, donc voilà, c'est un minimum. Alors, j'ai commencé à vous mettre les heures de délégation. S'il y a vraiment une demande là-dessus, sur le document que je te ferai passer, Véronique, lundi, Oui. je mettrai un gros tableau en annexe avec tout le nombre de Mhm. titulaires suppléants et les heures de délégation. Alors, vous avez les heures de délégation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a on peut donner des heures de délégation. Je ne vais pas beaucoup détailler, mais on peut donner des heures de délégation aux suppléants qui ne sont pas notés dans mon beau tableau. Donc ça, c'est intéressant parce que la durée du mandat, eh ben, c'est long, c'est 3 ans, c'est 4 ans, et qu'on peut s'essouffler. C'est important que les suppléants puissent commencer à se mettre dans les dossiers et dans les sujets. Donc, c'est important de leur donner quelques heures de délégation pour bosser. J'entends qu'il y a un petit questionnement, je mettrai des annexes là-dessus sur la gestion des heures de délégation. Moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est qu'il y a donc des membres élus, je ne reviens pas sur les élections, et une présidence et potentiellement des assistants. Alors, le président ou la présidente, c'est quelqu'un qui a autorité sur les collaborateurs.
on a trop souvent des présidents de CSE qui en gros animent les réunions, mais n'ont pas autorité hiérarchique. Et du coup, quand les salariés les interpellent, on a quelqu'un qui dit, ben, en fait, c'est pas moi qui décide. Alors, faut savoir que ça, c'est interdit. La personne qui est présidente, c'est la personne qui a autorité. De même que ce que j'ai pu voir, c'est un président élu qui ne connaissait pas les dossiers et qui se retrouvait un peu en porte-à-faux devant les collaborateurs. Donc là, il faut vraiment, voilà, avoir un président qui est compétent et des élus qui ont bossé leur sujet, quoi. Voilà. Les assistants, ça peut être par exemple un comptable, quelqu'un du service comptable qui va venir présenter des chiffres, mais en aucun cas il est là pour influencer la discussion. Donc le rôle des assistants et des invités, ce sont des experts et des gens qui vont amener de l'eau au moulin. Ils doivent rester à leur place en termes de dialogue. Ça, c'est si vous voulez éviter les sujets qui fâchent et que ça s'emballe, il faut que les assistants soient bien à leur place. Voilà. Ils donnent leur avis, ils donnent pas leur avis, ils présentent une thématique. Voilà. Ils donnent de l'info. Alors, le premier conseil, qu'il faut avoir en tête, c'est il faut préparer les réunions. Voilà, c'est basique, mais c'est fondamental. Donc, pour les OT de plus de 50, il faut 50 salariés, il faut préparer les ordres du jour avec le secrétaire du CSE. Pour les moins de 50 salariés, il faut veiller à bien rédiger, si on est élu, ou faire reformuler les questions ou les réclamations pour les CSE de moins de 50 salariés. Il faut éviter toutes les choses générales en mode comment vont se passer les congés. Voilà, ça, c'est pas une question CSE. Oui, il n'y a plus de papier toilette. Alors, je grossis un peu le trait, mais il faut vraiment dire, on a un problème de conditions de travail. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ce problème de conditions de travail? Gros conseil que j'ai à vous donner, c'est que souvent on a plein d'actualités et on dit on va faire une rubrique divers et on va tout coller à l'intérieur. Alors pour info, une réunion qui tourne bien, c'est une réunion qui dure 1 heure, 1 h 30 maximum. Au-delà, ça sert à rien. Je peux vous assurer qu'on fait rien de bon. Donc les rubriques divers avec des sujets qui sont un peu lourds, c'est vraiment, moi j'ai une grosse, ça c'est vraiment un gros sujet, le gros sujet qui fâche pour moi, quoi. Voilà. Donc en fait, une rubrique divers, on la décompose et surtout on fait le deuil de tout dire lors de la réunion. Une réunion bien orchestrée, c'est une réunion qui est bien arbitrée. C'est-à-dire qu'on va prioriser les thématiques. L'employeur, c'est lui qui donne le mouvement et qui peut être amené à prioriser. Mais quand on est élu, c'est important de ne pas poser des tonnes de questions, mais il faut voir qu'est-ce qui est le plus important sur le moment. Le jour J, on va préparer tous les documents utiles pour faire avancer les thématiques. On fait du PowerPoint, on prévoit des dossiers qu'on va pouvoir consulter. On doit se poser la question des documents qu'on peut mettre en libre disposition. Je ne vais pas revenir développer là, on fera peut-être une autre thématique là-dessus, le transfert des documents aux salariés. Ce qui est sûr, c'est que vous devez vous poser la question de l'utilité des documents, qu'on soit du côté salarié ou employeur. Moi, je vois encore trop d'employeurs qui mettent des tonnes de documents devant eux. Il faut un PowerPoint avec 500 diapos, ou 500, c'est un peu excessif, mais pas loin. Et le but du jeu, c'est de noyer tout le monde. Donc, le but du jeu, c'est le dialogue et la pédagogie. Il faut moins en dire, mais mieux en dire. Voilà, donc on filtre, on prépare et surtout on bûche
on travaille les documents sur lesquels on s'est appuyé. En gros, on sait de quoi on parle, qu'on soit salarié ou employeur. Quand on prépare les réunions, on prépare les sujets du moment, mais aussi tous les sujets qui pourraient fâcher. C'est-à-dire qu'on se pose la question, quels sont les sujets difficiles du moment, quoi. Et on prépare des arguments. Toujours pareil, qu'on soit du côté employeur ou salarié. On a trop de réunions qui se passent en mode surprise. On découvre qu'il y a un sujet, un problème d'entente entre les collaborateurs, ou une angoisse que les collaborateurs ont sur une thématique donnée. C'est important entre chaque réunion de tendre ses oreilles pour bien anticiper les choses. Ce qui est certain, c'est que dans les réunions, l'employeur garde sa place d'employeur. On a toujours un pouvoir de direction de l'employeur sur les collaborateurs. Mais le rapport est légèrement plus équilibré. C'est-à-dire que les salariés sont là pour interroger, récupérer de l'info, donner leur avis. Dans les thématiques qui fâchent, on peut avoir les cas de reprise, les cas de fusion, les cas de collaborateurs malades qui ne peuvent pas reprendre leur emploi. Toutes les thématiques sur lesquelles l'employeur n'a pas de réponse immédiate et ne peut pas avoir de réponse immédiate, mais où l'employé ou les employés ont besoin, parce qu'il y a une part émotionnelle importante, les salariés ont besoin d'avoir une réponse immédiate. Donc, c'est souvent là où ça pêche. Et c'est important de dire, OK, c'est pas dire on s'en occupe et après on fait rien, c'est plutôt de dire c'est un sujet qui va se régler en étapes et redonner une échelle temps cohérente par rapport à ça. Voilà, donc les sujets qui fâchent, c'est plutôt ça. C'est quand il y a beaucoup d'émotionnel et qu'on est sur une échelle temps différente. Donc ça doit contribuer au dialogue. Ce que je vous dis, ça doit contribuer au dialogue. On doit éclaircir ça, éclaircir quand on va pouvoir donner une réponse et quelles étapes on va pouvoir mettre en place. Allez, le conseil numéro 2, quand on est lancé, c'est plus simple, mais ça, c'est une source d'erreur souvent, c'est fixer un timing par sujet. Donc, c'est pas le timing 1 qui dure 3 quarts d'heure et après la rubrique divers qui dure 10 minutes. C'est on hiérarchise l'information. Alors, je vous ai donné un timing approximatif, 15 minutes par sujet, 15 sujets par réunion, c'est pas terrible. Idéalement, c'est 3-4 gros sujets par réunion. C'est déjà beaucoup. Voilà, ça laisse du temps pour discuter. Il ne faut pas hésiter à reporter, à reprogrammer une réunion CSE pour finir l'ordre du jour. Voilà. Si vous voulez que ça se passe bien, il faut bien préciser en début de séance quelle thématique et quel timing approximatif on va donner à chaque sujet. Écoutez tout le monde. Alors, premièrement, c'est respecter et faire respecter la parole de la présidence. Un manager, un directeur, un président, il n'a pas la science, c'est pas une science exacte, il n'a pas la science infuse. Il peut se laisser surprendre, mais en même temps, c'est lui qui a autorité, c'est lui ou elle qui a autorité. C'est important de remettre tout le monde dans son rôle. Et voilà, et le rôle peut être imparfait, il faut accepter cette imperfection. C'est pas grave, il faut tenir en respect cette parole. Voilà, il faut pas prendre, quand on est élu, essayer de prendre le leadership sur la réunion, de même que la présidence qui prend le leadership sur les élus, c'est pas très bon non plus, on n'est pas dans un rapport équilibré. Donc,
faire respecter ou faites respecter la parole de la présidence, c'est important. Moi, je me pose toujours une question, c'est est-ce qu'on a bien entendu tout le monde, y compris quelqu'un qui a pas forcément un gros bagage, on va dire culturel sur le dialogue social, qui est pas très sensible à des thématiques, ben, il faut vraiment donner la parole à tout le monde, interroger tout le monde, même si les gens bafouillent, ont du mal à parler, se planquent un peu importe, mais il faut que tout le monde s'exprime. C'est important, on peut avoir des gens qui ont une grosse aisance à dialoguer et à prendre la parole en réunion. Il y a des personnes qui sont là juste pour écouter. Même eux, il faut leur donner la parole, leur dire que leur parole est légitime. Une parole maladroite est quand même une parole. Allez, le conseil 4. Il faut impliquer tout le monde. Alors, dès que ça tourne au règlement de compte, si on commence à être dans un jeu de ping-pong, monsieur le directeur, vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire, ou messieurs les élus, on vous attendait, ou mesdames, messieurs, mesdames les élus, on vous attendait sur telle thématique, et vous n'êtes pas là. Quand on commence à jouer à ce type de ping-pong-là, on n'est pas bien parti. Alors, une séance où les sujets n'avancent pas, c'est une séance qui pourrait être suspendue. Voilà. Les réunions CSE sont quand même des réunions de travail. Aujourd'hui, quand on prend les réunions CSE comme des réunions de travail, ça se passe plutôt bien. Quand on pense que ce sont des réunions de qui aura le pouvoir, ça se passe moins bien. Surtout quand on a des sujets un peu techniques à gérer ou difficiles. Le but du jeu, c'est d'améliorer les intérêts des collaborateurs en fonction des impératifs de l'Office de tourisme. Le but du jeu, c'est que progressivement, tout le monde doit monter en expertise, droit du travail, gestion d'entreprise. On ne va pas tous devenir avocats et pilotes d'entreprise, hein, mais on doit quand même monter en compétences et pour pouvoir travailler à la recherche sereine de points d'équilibre. Le conseil 5, il faut savoir clôturer et suivre les indications, tout ce dont on a parlé. Alors, il va y avoir un ordre du jour, on aura pu répondre. Après, je ne vais pas détailler là les modalités de clôture parce qu'il y a des règles spécifiques, mais je trouve il est très important de savoir remercier, qu'on soit du côté élu ou salarié, remercier de l'échange et de finir toujours sur une note positive. Mais le remerciement, c'est une bonne vieille technique qu'utilisent les anglo-saxons pour finir les réunions avec les collaborateurs et ça permet d'apaiser les choses. C'est important de noter tous les sujets en suspens. Il y a les sujets qui ont fait l'objet d'un ordre du jour, des questions, et puis on a abordé d'autres sujets à la volée. C'est important de tout noter, qu'on soit du côté employeur ou salarié. C'est important de proposer des actions et des rendez-vous de suivi fondamental. On ne laisse pas les sujets dans la nature. On n'hésite pas à reprogrammer des thématiques dans les futurs ordres du jour ou questions, les susciter, pareil qu'on soit employeur ou salarié. En gros, il faut créer une mémoire du dialogue social. Si vous entendez des signaux faibles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des petits sujets bon, qui sont pas très graves, pas très importants, notez-les, et puis ça doit être débattu, discuté un peu plus tard. Ça, c'est vraiment la base. Et évidemment, on rédige un compte-rendu pour les moins de 50 salariés et un PV pour les plus de 50 salariés. On prend le temps de rédiger correctement les réponses ou le PV avec les minutes. Voilà. Allez, je termine sur la négociation collective. Alors oui, ça c'est les réunions, on met de l'huile dans le moteur, dans les rouages, ok. Mais quand on a besoin de travailler, de mettre en place de nouvelles règles
quand on sent que ça bloque régulièrement, quand on veut essayer de bouger l'organisation du travail, etc., il faut passer par la négociation collective. Alors, je vous ai mis pour mémoire, pour les accords d'entreprise, alors on peut signer un accord d'entreprise même dans une toute petite structure, c'est possible. Les modalités de signature sont évidemment pas les mêmes pour les plus de 50 salariés. On pourra en parler en off, évidemment, sans problème. Mais il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Les principaux sujets d'accord d'entreprise, c'est la rémunération, la durée, l'organisation du travail, l'égalité professionnelle et le partage de la valeur ajoutée. Mais au-delà de ces négociations qui sont obligatoires, en fait, on peut aborder toutes les questions concernant les conditions de travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords qui sont sortis sur le télétravail. Le télétravail et les... Alors, ça va dans l'organisation du travail, mais on a mis un volet conditions de travail. Ça, c'est un exemple. J'avance. Il y a une petite différence avec les accords de performance collective qui sont là pour maintenir l'emploi ou développer l'emploi. Et là, on va retrouver l'aménagement de la rémunération et on va parler de rémunération. Toujours pareil, la durée du travail, l'aménagement, l'organisation du travail et la répartition, et la mobilité professionnelle qui peut faire l'objet d'un accord de performance collective. Toujours pareil, effectivement, c'est un peu de boulot, il faut l'organiser avec les collaborateurs, mais ça peut valoir le coup pour préparer l'office de tourisme d'après. Voilà. Prévoir une nouvelle organisation, ça peut être intéressant. Voilà, j'avais dit que je finissais 3 quarts d'heure. Il est 47. Ça, c'était en plus. On signe. C'est le but du jeu, c'est de ça. C'est un plus par rapport au contrat de travail. Voilà. Merci pour votre écoute et à vous de jouer. Merci vraiment Claire pour tous ces éléments qui sont bien évidemment facilitateurs hein, pour l'organisation et pour la négociation, bien évidemment. Je pense que toutes les personnes qui sont là sont en attente de choses très pratico-pratiques. Donc, dans les éléments que tu vas rajouter, si tu peux être le plus précise possible, tu vois, sur le nombre de personnes, sur les accords sur lesquels on peut vraiment être le plus incisif. Vraiment, je pense que, tu vois, donc la dernière slide dont tu parlais sur la négociation d'accords spécifiques, et notamment, c'est vrai que je l'entends régulièrement sur le télétravail, si tu as des exemples un peu... Oui, j'en mettrai, oui. Voilà, je pense que ce sont des éléments qui peuvent donc contribuer à faciliter l'organisation du travail dans les organismes de tourisme et dans l'ensemble des OGD. Bien évidemment, tout ce qu'a présenté Claire aujourd'hui, c'est simplement pour vous éclairer. Et comme on l'a précisé, on est sur des webinaires d'1 heure. Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser ou les adresser directement à Claire. Et bien évidemment, on répondra du mieux que l'on peut à toutes vos attentes. En tout cas, merci. On retrouve l'intégralité de ces supports sur le site du CRTL à partir de la semaine prochaine. Claire, nous, on se retrouve donc à la fin du mois, c'est ça, hein? On se retrouve à la fin du mois, le 17 novembre, non, le 17 novembre. Oui, On se retrouve pour une autre thématique autour de la CVTech, un outil qui vous veut du bien. exactement. Voilà. Je regarde, il n'y a pas de questions pour l'instant. Comme tu l'as dit, tu as un agenda très contraint. En tout cas, merci à tout le monde. Merci de votre participation, implication. Si vous avez des thématiques particulières en lien avec ce que nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à nous les faire remonter. Ça nous permet également de poursuivre et de pérenniser donc ces actions et ces temps d'échange sur des webinaires. Voilà, donc merci à tous et puis à très bientôt. Donc avec Claire, on se retrouve au mois de novembre et d'ici là, je vous souhaite bonne journée, Et bon prenez week-end. soin de vous et profitez bien. À À très bientôt bientôt. et merci. À bientôt. Au revoir.